à toutes et tous et bienvenue à ce 5e webinaire de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, intitulé « Simplicité volontaire, moins consommée pour une vie meilleure ». Donc ce webinaire aujourd'hui est organisé en lien avec l'apparition de la dernière étude de la Ligue qui s'appelle « Simplicité volontaire pour une vie durable en quête de bonheur ». Cette étude a été rédigée par Adrien Plonteux, qui est présent aujourd'hui pour nous en parler et répondre à vos questions. Nous avons également invité 2 autres personnes. Je vais vous les présenter tout de suite. D'abord, un petit mot sur ce qu'on fait aussi à la Ligue de l'enseignement. Donc, on a une revue qui s'appelle Éduquer. C'est un mensuel, il est publié 8 fois par an. Il y a 8 numéros par an qui traitent des questions d'éducation et d'enseignement. Donc, chaque mois, on aborde une thématique particulière dans le dossier. Dernièrement, on a proposé une série d'articles, par exemple, sur le racisme à l'école après le Covid, sur les compétences de demain aussi. Donc voilà, ces dossiers ont donné lieu, pour certains d'ailleurs, à des webinaires, comme celui qu'on est en train de faire ensemble. Cette revue est accessible gratuitement en ligne sur notre site, donc www.ligue-enseignement.be. Et les articles et les liens sont régulièrement postés aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez le lien dans le chat. Merci Marie. Mais j'en viens donc à ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc ce webinaire, Simplicité volontaire, moins consommée pour une vie meilleure. En 2 mots, il s'articulera en 2 temps. Donc vous aurez d'abord la présentation des différents intervenants et puis une séance de questions-réponses où on vous invite évidemment à envoyer vos questions dans le chat. Alors, je rappelle que ce webinaire vous est proposé en lien avec l'étude d'Adrien Plonteux, donc Simplicité volontaire pour une vie durable en quête de bonheur. Cette étude, elle s'inscrit dans une volonté de la Ligue de sensibiliser sur les enjeux environnementaux. Adrien a d'ailleurs déjà publié une autre étude en 2019. Elle s'appelait « Enjeux environnementaux, un système à déconstruire, une alternative à concevoir ». Et cette étude-ci, vous pouvez la commander en version papier. Donc pareil, on va vous mettre aussi le lien si vous souhaitez la consulter sur le site ou la commander. Voilà. Donc pour ce webinaire, on a voulu axer le débat sur la question de la consommation et de l'importance pour chacune et chacun de mener une bonne vie. Donc pour ce faire, on a nos 3 intervenants. Donc bonjour à tous les 3. Adrien. Adrien Plonteux, lui, tu es doctorant en prospérité mondiale à l'University College de Londres et auteur donc, de l'étude. Est-ce que tout le monde le voit? Parce que moi, là, je ne te vois pas. Peux-tu dire un petit bonjour? Ah, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Adrien commencera et puis après, on écoutera Ezio Gandin. Ezio, bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu es scientifique et initiateur des groupes de simplicité volontaire en Belgique et aussi membre et ancien président des Amis de la Terre. Ah, voilà. C'est bien ça. Oui. Voilà, nous avons co-organisé cet événement. Et Timothée Paric. Bonjour Timothée. Bonjour. Donc, tu es chercheur en économie écologique et spécialiste de la décroissance et tu termineras les présentations. Super. Voilà. Écoutez, j'invite Adrien à prendre la parole et je vous dis à bientôt. À plus tard. D'accord, merci Maud. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, lors de cette présentation, j'aimerais tenter de répondre à la question « La consommation participe-t-elle au bonheur ?» Sujet évidemment compliqué. Fort heureusement, depuis quelques décennies, de nombreuses données sont récoltées à propos du bonheur et on peut les utiliser pour mieux comprendre le lien entre consommation et bonheur. Mais tout d'abord, il est bon de définir ce qu'on entend par bonheur dans cette présentation, car il existe plusieurs manières de le définir et plusieurs manières de le mesurer. Ici, ce que nous allons appeler bonheur s'appelle bien-être subjectif dans la littérature scientifique. C'est défini comme l'évaluation tant affective que cognitive de sa propre vie, donc en utilisant ses sentiments que sa réflexion pour évaluer sa vie. Il existe plusieurs manières de mesurer ce bien-être subjectif, et la plus courante est en demandant à des personnes de répondre aux 2 questions suivantes, ou à des variantes de celles-ci. Pour l'aspect cognitif, on demande tous éléments considérés, à quel point êtes-vous satisfait, satisfaite de la vie que vous menez en ce moment, en utilisant une échelle qui va de 0 à 10. Et pour l'aspect affectif, on demande tous les éléments considérés,
Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, pas très ou pas du tout heureux, heureuse en ce moment? Le World Happiness Report, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui est l'enquête la plus médiatisée au sujet du bonheur, ne prend même en considération que la première de ces deux questions, et on parle dans ce cas comme indicateur de la satisfaction de vie, parce que comme vous le voyez dans la question, on demande aux gens s'ils sont satisfaits de leur vie. C'est donc la réponse à cette première question qui permet à l'RTBF de titrer que la Finlande est le pays le plus heureux au monde, parce que les Finlandais et les Finlandaises ont donné les réponses les plus élevées à cette question. Cette vision du bonheur est évidemment critiquée pour plusieurs raisons et parfois à juste titre. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais n'hésitez pas à poser des questions à ce sujet dans le chat. Commençons par étudier le lien entre bonheur et revenu. Cette relation est pertinente dans notre cas puisque le niveau de richesse prédit de manière assez précise le niveau de consommation. Bien sûr, si j'ai de l'argent, eh bien, je peux consommer. Voici à droite les résultats pour 9 pays occidentaux. L'axe vertical représente la satisfaction de vie. Donc, c'est la partie cognitive, l'aspect cognitif du bonheur dans la définition que je vous ai donnée, celle qui est évaluée dans le World Happiness Report. Et l'axe horizontal représente le revenu exprimé en dollars. On remarque que dans les 9 cas, sauf pour la Belgique, qui est une exception, je ne sais pas trop pourquoi, la satisfaction de vie augmente plus on monte dans les tranches de revenus. Et en réalité, on trouve ce genre de résultats pour la plupart des pays du monde. Ici, je vous en ai mis 9, mais on trouve ce genre de résultats pour la plupart des pays. Attention que ces résultats ne sous-entendent pas que chaque personne qui augmenterait ses revenus et sa consommation, puisque les deux sont proches, serait plus satisfaite de sa vie, mais qu'en moyenne, les individus avec des revenus plus élevés sont plus satisfaits de leur vie. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que le revenu est présenté à l'échelle logarithmique dans ces graphiques. Si vous regardez ma souris, on voit qu'on passe de 1 000 $ à 10 000 $ et puis à 100 000 $. Donc, c'est une échelle logarithmique. Et si ces graphiques étaient représentés à l'échelle habituelle, eh ben, les courbes auraient plutôt cette tête-ci. Donc, le graphique monte beaucoup au début, et puis après, il monte de moins en moins fort jusqu'à arriver à un certain niveau où ça monte plus fort du tout. Et si ces graphiques donc étaient représentés à cette échelle, eh bien, on verrait que le revenu, on monte en satisfaction de vie quand les revenus sont petits, mais plus on monte en revenus et moins on augmente en satisfaction de vie jusqu'à un certain niveau où les différences sont très faibles. Donc, on peut déjà en tirer une information importante si on veut étudier l'impact de la consommation sur le bonheur. C'est qu'une consommation supplémentaire n'influe pas fortement sur la satisfaction de vie d'une personne qui est déjà aisée. Passons maintenant à la relation entre le produit intérieur brut, habituellement appelé PIB, et le bonheur. Le PIB par habitant est généralement une bonne mesure de la consommation d'un pays, et c'est pour ça qu'on l'utilise dans notre contexte. Le graphique de droite représente les différents pays du monde en fonction de leur PIB par habitant et de leur satisfaction de vie. Donc de nouveau ici, c'est l'aspect cognitif du bonheur et je vais arriver à l'aspect affectif juste après. On voit que la relation est de nouveau de type logarithmique parce que l'augmentation du bonheur est forte quand le PIB par habitant est petit, mais elle devient de plus en plus faible plus on monte en PIB. Et à partir d'un certain niveau, on voit que le PIB par habitant n'a presque plus d'effet. Et on voit même, par exemple, que le Costa Rica, qui est ici en haut à gauche, si vous suivez ma souris, parvient à atteindre un haut niveau de consommation de vie, et même supérieur à la Belgique, qui est ici, si vous suivez ma souris, en dessous du Canada, avec un PIB par habitant qui est 3 fois moins élevé que celui de notre pays. Donc cela veut dire que le Costa Rica a une consommation nettement moins élevée que la Belgique, mais les Costaricains et Costaricaines sont plus satisfaits de leur vie que les Belges. On voit aussi un groupe de 3 pays, ici, à gauche du Brésil. Je ne me souviens pas des 3, mais je me souviens qu'il y a notamment l'Ouzbékistan dans ceux-ci, qui ont une satisfaction de vie qui est d'environ 0,5 sur 10 de moins que la Belgique, donc ce n'est pas une grande différence, mais leur PIB par habitant est environ 6 ou 7 fois inférieur à celui de notre pays. Donc on voit que le lien entre consommation et satisfaction de vie devient très faible une fois un niveau minimum de consommation atteint.
Et on peut même se demander tout court si ce lien que l'on trouve entre bonheur et satisfaction de vie, donc l'aspect cognitif du bonheur, ne devient pas totalement inexistante une fois que l'on se focalise sur la partie plus affective du bonheur. Donc c'était la réponse à la question, est-ce que vous êtes heureux, très heureux, plutôt heureux? Voilà. Parce que si vous regardez le graphique que j'ai mis à gauche, non pardon, le tableau à gauche, certains pays avec des PIB par habitant peu élevés, comme le Kirghizistan, le Mexique ou le Vietnam, sont plus heureux que des pays avec des très gros PIB par habitant, comme la Finlande ou la France. Et on voit par exemple que 69% de la population du Kirghizistan se considère comme très heureuse, c'est-à-dire 3 fois plus que la Finlande, qui arrive à 22%. La Finlande étant pourtant annoncée comme le pays le plus heureux au monde quand on se focalise sur la composante cognitive du bonheur. Donc quand la RTBF titre que la Finlande est le pays le plus heureux au monde, bon, voilà, c'est quand même un peu réducteur. À ce stade, on peut commencer à sérieusement douter du fait que la consommation amène réellement un bonheur supplémentaire. Et il y a pire que cela en réalité. Si vous regardez ce tableau, il reprend le niveau de bonheur pour 5 groupes distincts. Et ici, la mesure du bonheur, qui est évaluée sur une échelle qui va de 1 à 7, reprend tant l'aspect cognitif que affectif. Donc ici, c'est une mesure plus globale du bonheur. Vous verrez qu'il y a 3 groupes. Les Amish en Pennsylvanie, qui sont des groupes religieux vivant reculés du reste du monde. Les Maasai au Kenya, qui sont des peuples indigènes semi-nomades, dont je vous ai mis une image à droite. Et les Inuits au nord du Groenland, qui sont 3 peuples qui vivent avec des niveaux de consommation ridiculement bas, et qui atteignent des niveaux de bonheur similaires aux plus riches Américains et Américaines, ainsi qu'à la population suédoise, qui est pourtant réputée comme une des plus, avec un des plus hauts niveaux de bonheur au monde. Donc cela prouve qu'il est tout à fait possible d'avoir un haut niveau de bonheur en ne consommant presque rien. Mais nous, évidemment, nous ne vivons pas dans le même contexte que les Maasai, par exemple, et on peut donc continuer à se demander si dans notre contexte et dans notre culture, la consommation augmente le bonheur. Eh bien, si c'était le cas, alors le bonheur devrait être en train d'augmenter dans l'immense majorité des pays du monde, et en tout cas en Belgique et dans la majorité des pays occidentaux, puisque dans la plupart d'entre eux, la consommation a augmenté au cours des dernières décennies, et donc le niveau de bonheur devrait augmenter. Or, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, il semble que le bonheur n'ait pas augmenté au cours des dernières décennies. Le graphique de gauche reprend l'aspect cognitif du bonheur. Et sur ce graphique, vous voyez, j'ai pris la Belgique, enfin, j'ai pris certains pays au hasard à peu près pour prendre des pays occidentaux. Mais on voit qu'il n'y a pas d'augmentation claire. Et le graphique de gauche reprend l'aspect plutôt affectif. Et ici, on a des données qui vont de 1984 à 2014. Et oui, on voit qu'il y a certains pays qui ont augmenté, mais on en voit d'autres aussi qui ont diminué. Et dans l'ensemble, il est difficile de distinguer une hausse claire, en tout cas. Et ici, dans ces 2 graphiques, j'ai mis des pays occidentaux, mais la tendance est en fait mondiale, en tout cas pour la satisfaction de vie, puisque au niveau mondial, entre 2005 et 2018, la satisfaction de vie a même un petit peu diminué, alors que, évidemment, la consommation mondiale a largement augmenté. Et on peut donc tirer plusieurs conclusions de ces données. Désolé si j'ai mis beaucoup de graphiques, mais voilà, moi je suis statisticien au départ et donc c'est ce qui m'intéresse. Donc on peut tirer plusieurs conclusions de ces données. Premièrement, c'est que la consommation dans son ensemble, et donc je veux dire quand on la prend au niveau global de la planète ou d'un pays par exemple, eh bien elle ne semble pas mener à un plus haut niveau de bonheur. Sinon, comme je viens de le dire avec les 2 derniers graphiques, eh bien, le bonheur aurait augmenté à travers le monde au cours des dernières décennies. Ensuite, comme nous l'avons vu dans le premier graphique, les personnes qui consomment davantage ont une plus haute satisfaction de vie. C'était les 9 graphiques de départ. Ce qui ne veut pas dire que la consommation augmente la satisfaction de vie au sein du pays. Et ça va peut-être paraître contradictoire à certains, mais ce qu'en gros, ça veut dire, c'est que si moi, je consomme, eh bien, j'aurais tendance, en moyenne en tout cas, à augmenter ma satisfaction de vie, je serais plus satisfait de ma vie, mais puisque au total, en Belgique, le niveau de bonheur, de satisfaction de vie reste le même, eh bien, il faut que ma satisfaction de vie supplémentaire soit compensée par une satisfaction de vie moins haute pour d'autres personnes. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment ce serait comme ça, mais intuitivement, il ne vous semblera sans doute pas impossible que votre consommation et votre revenu supplémentaire
provoque régulièrement des jalousies et d'autres sentiments négatifs chez les autres. Mais de toute façon, même si la consommation permet d'augmenter la satisfaction de vie au niveau individuel, donc, n'oublions pas que les différences deviennent très faibles une fois un certain niveau de consommation atteint. Et ici, le niveau de consommation, bon, ça dépend du pays, mais on dit en général que quand on est en dehors du seuil de pauvreté, notamment en Belgique, on a un niveau de consommation suffisant. Par ailleurs, le lien entre bonheur et consommation ne se vérifie pas quand on regarde la partie plus affective du bonheur, donc quand on demande aux gens s'ils sont heureux. Et comme nous l'avons vu avec les exemples du Kirghizistan, du Vietnam et du Mexique, en comparaison avec la Finlande et la France. Enfin, et pour finir, certains peuples prouvent qu'il est possible d'atteindre un haut niveau de bonheur avec une consommation extrêmement faible, comme les Maasai au Kenya par exemple. Ceci conclut ma présentation. Merci pour votre attention. Et j'aurais bien voulu rentrer dans les détails des possibles raisons pour expliquer ces résultats, mais je n'en ai pas eu le temps. Donc, si ce sujet vous intéresse, vous trouverez plus d'informations dans l'étude qui a été citée au début par Marie. Oui, merci Adrien. On vous remettra les liens régulièrement. Voilà, sans souci. Ben, je vais passer, donc encore merci, hein. Je vais passer la parole à Ezio. Donc Ezio Gondin, je rappelle que tu as initié les groupes Simplicité Volontaire en Belgique et que tu as été directeur, je dis directeur, enfin, président des Amis de la Terre. Voilà, oui. Voilà, toujours bénévole. Voilà. Et voilà. Voilà. Tout d'abord, merci Eric qui va faire défiler les quelques slides que j'ai préparés. Ce sera une vraie collaboration parce que j'ai des petits soucis avec mon PC pour pouvoir le faire. Eric, si tu peux mettre le premier slide. Oui, disons que ce slide va surtout me permettre de... Est-ce que vous voyez? Allez, c'est l'autre problème. Voilà. Excusez-moi, mais il faut maîtriser toutes les sources de sonores dans une maison, c'est pas évident. Donc, peut-être 2-3 petits mots sur les Amis de la Terre avant de commenter un peu ce que nous avons fait au niveau des Amis de la Terre Belgique. Donc, les Amis de la Terre par rapport... non, tu peux remonter celui-là, voilà, merci. Par rapport aux autres associations environnementales, se caractérise pour moi pour deux choses. C'est d'abord une approche extrêmement globale, et on le verra ici. Donc, à côté des questions écologiques, les questions sociales de démocratie sont tout à fait présentes et font partie de nos préoccupations. Et c'est aussi au niveau organisation, une structure extrêmement décentralisée, avec je vais dire, plus de 60 pays qui sont intégrés dans ce qu'on appelle Friends of the Earth, plus couramment, et une forte indépendance des différents groupes qui développent bon, les actions et les réflexions en fonction vraiment de leur terrain, entre les Amis de la Terre Palestine et les Amis de la Terre du Pérou et les Amis de la Terre Belgique. Ben, les préoccupations ne sont pas toujours les mêmes, mais on essaye à travers des réunions mondiales, je vais dire, de faire passer quand même pas mal de choses. Alors, au niveau des Amis de la Terre Belgique, la question du mode de vie est centrale depuis une bonne vingtaine d'années, et on le voit bien à travers ce slide où, en fait, nous avons découvert, pour les Amis de la Terre Belgique, le concept de décroissance économique soutenable très tôt, environ je crois que c'est en 2003, avec la revue Silence qui a publié un très très beau dossier sur le sujet, que nous avons intercepté, que nous avons analysé en profondeur dans un groupe de réflexion interne par rapport à notre autre référence qui était à l'époque celle du développement durable, comme je vais dire à peu près toutes les associations écologistes. Et donc là, on a fait vraiment une réflexion en profondeur sur le concept de décroissance économique soutenable que nous avons progressivement intégré. Et c'est lors de cette analyse qu'on a découvert le concept de simplicité volontaire. Et donc nous avons, nous, de par nos compétences étant plutôt des gens qui travaillons sur le terrain plutôt que du lobbying politique, vraiment mis l'accent sur la simplicité volontaire. Et un petit peu après, donc on a parlé de simplicité volontaire à partir de 2004,
Et on a intégré très vite, en 2007-2008, quand elles sont apparues, le concept d'initiative de transition. Ce qui fait qu'on a pendant plus de 15 ans, et encore aujourd'hui, cette analyse du mode de vie, on l'a avec trois piliers forts, celui de la décroissance économique soutenable, qui est aussi maintenant pris sous le vocable d'économie non violente, la simplicité volontaire et les initiatives de transition. Voilà, c'est important d'avoir un peu ce cheminement. Il y a un petit souci avec les slides ou vous les voyez défiler? Non, non, voilà, maintenant on peut passer au suivant. Voilà. Ah, ok, autant pour moi. Voilà, après ça va aller plus vite. Voilà, alors en fait, puisque les autres, je vais dire, on en est bien conscient, donc toute cette question du mode de vie, elle repose sur l'analyse que nous faisons de la situation dans laquelle nous sommes, face à l'ensemble des crises, et aussi là on a vraiment je vais dire, une ligne de force, c'est sur l'analyse des interdépendances entre ces crises. Ne pas les voir comme des événements ponctuels ou localisés, mais vraiment sous leur forme, leur interdépendance. Alors, au troisième slide, Eric, si tu peux. Voilà, donc là, c'est vraiment le constat fondamental qui nous a motivés pendant et encore aujourd'hui, c'est qu'au niveau des pays riches, le mode de vie que nous avons ne peut pas être étendu au reste du monde. Adrien a un petit peu introduit ce concept-là en montrant en tout cas la très grande diversité et qu'au final, en termes de bonheur, de bien-être, ça ne change pas grand-chose. Par contre, le mode de vie que nous avons ici détruit complètement la planète, et pas que la planète, tout le vivant, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a motivés depuis 20 ans à réfléchir et à modifier des choses au niveau de notre mode de vie, d'abord ici avant de se préoccuper de celui des autres. Alors, le slide 4, qui est le dernier slide général, et on voit donc vraiment les trois piliers sur lesquels on essaye de faire passer toute notre communication. C'est autour du vivre autrement ensemble, avec l'approche individuelle que je vais développer un petit peu maintenant, avec les groupes de simplicité volontaire qui sont une des actions sur le terrain qui, à mon avis, a été la plus forte des Amis de la Terre. Une approche collective, on a fortement développé les initiatives de transition qui aujourd'hui disposent de leur propre réseau. Et alors l'approche globale où on a été, on va dire, moins actif sur le terrain politique, mais on l'a été beaucoup à travers les contacts avec d'autres associations autour du concept de décroissance économique soutenable volontaire qui serait vraiment l'expression plus globale que décroissance qui ne veut rien dire en elle-même. Alors maintenant, le slide 5, si c'est possible. Voilà. Donc au niveau de la simplicité volontaire et des groupes de simplicité volontaire, nous avons beaucoup utilisé la phrase que vous voyez en dessous, « vivre plus simplement pour que d'autres puissent tout simplement vivre », qui vient de Gandhi. Et elle nous a vraiment servi de fil conducteur pour la communication à travers ce concept-là. Avec un deuxième slogan aussi qui a été beaucoup utilisé, qu'on va voir après, qui est moins de biens, plus de liens, qui met bien en valeur certaines caractéristiques de la simplicité volontaire. Alors, le slide suivant. Voilà, donc autour de la simplicité volontaire, nous avons de nouveau retrouvé trois piliers, puisque 3, ça permet une bonne stabilité, sur 2, c'est un peu difficile. Et ces 3 piliers de la simplicité volontaire, pour que nous avons beaucoup développé, c'est le désencombrement matériel et aussi psychologique ou spirituel. Et donc, c'est la question de désencombrement, consommer moins, consommer mieux. Un deuxième concept plus difficile pour un certain nombre de personnes, dont moi-même, c'est le concept de ralentir. D'accord, parce que faire tout ça et puis toujours accélérer, c'est aller à la catastrophe. Et donc, il faut aussi pouvoir intégrer ce plaisir de ralentir et du slow, comme on dit aujourd'hui, et qu'on n'utilisait pas encore à l'époque. Et le troisième point qui est vraiment de favoriser les relations. Il ne faut pas que cette démarche de simplicité volontaire nous isole. Au contraire, elle doit nous mettre en relation avec plus de personnes.
il peut arriver, c'est fréquent, que l'on perde des relations qui ne nous suivent pas, mais généralement, on en retrouve beaucoup plus que celles qui sont perdues, et d'une autre qualité souvent. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui était au centre de notre communication et qui l'est toujours quand on parle de simplicité volontaire. Et on a développé les choses, par exemple, au terme de favoriser les relations, on a pas mal interagi avec des groupes de communication non violente pendant un moment donné, et aussi en termes de ralentir, on a pas mal de contacts aussi avec différents groupes de méditation, tout ce qui est spiritualité, qui est aussi un moyen de s'aider à se ralentir, qui est quand même important. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment plus dans les groupes de simplicité volontaire avec le slide 7. Donc ça, on peut le sauter pour le moment. Tu peux passer au 8 si tu veux bien, Eric. Voilà. Donc les groupes de simplicité volontaire, on a créé plus de 50 groupes entre 2005 et 2019. Donc à ma connaissance, 2020 avec le Covid, on n'a pas eu l'occasion de démarrer des nouveaux groupes. Et il y a plus de 500 personnes qui ont été impliquées durant quelques mois à quelques années. Donc, au slide 9, on va faire vraiment une vue générale de ce que sont les groupes de simplicité volontaire. C'est un groupe, on va dire, d'une dizaine de personnes, des adultes. On a été jusqu'à des groupes à partir de 18 ans, mais on n'a jamais testé des groupes en dessous. On met 75, mais je pense qu'il y a eu quelques groupes avec des personnes encore plus âgées. Donc les personnes étaient amis de la Terre ou pas. Dans certains groupes, il n'y avait même pas d'amis de la Terre. Donc ce n'était pas là le principal, c'était vraiment de partager sur ce concept de vivre plus simplement. Et comme je l'ai mis là en gras, c'est vraiment, il n'y a pas de définition pour moi de vivre plus simplement. C'est à chacun un peu de sentir ce qui, en modifiant sa vie, pourrait lui permettre de vivre mieux, et ce qui aujourd'hui, en plus pour une personne donnée, ça évolue fortement, on y va avec l'âge ou avec ce qui a été découvert. Alors, pourquoi faire? Donc là, c'est important. Donc, j'ai mis, c'est vraiment partager ses expériences et tout le groupe. Toute la structure du groupe est définie pour ça. C'est partager ses expériences plus que ses réflexions. Ce n'est pas un groupe de réflexion, c'est d'abord un groupe de partage d'expériences. Et avec ce partage d'expériences, de progresser individuellement. Et alors aussi, quelque chose qui est un peu surprenant au départ, c'est que le groupe, en fait, est un groupe qui est fermé. Donc, il est fermé pendant un temps que le groupe se fixe lui-même. Alors, on va au slide suivant, on va un petit peu plus loin. Voilà. Donc, en fait, le groupe que nous avons, les groupes que nous avons accompagnés, on leur a proposé une charte dans laquelle il y avait un certain nombre de requis qui nous semblaient indispensables par rapport à toute l'expérience qu'on a pu obtenir, quelques échecs et heureusement beaucoup de succès. Mais c'est comme je l'ai dit, donc c'est un groupe fermé, comme le recommandait déjà le réseau québécois de simplicité volontaire, avec lequel on a pas mal interagi au début des années 2000, parce qu'ils ont mis ça en place en 2001-2002, et on a essayé d'en prendre là un maximum. Et puis par la suite, on a eu des contacts dans les deux sens avec nos amis québécois autour de ce concept des groupes de simplicité volontaire. Donc le groupe est autonome, c'est-à-dire qu'il y a une personne, enfin je l'ai fait beaucoup, mais je n'étais pas le seul heureusement, on accompagne le groupe sur une ou deux réunions, et ensuite le groupe a toute son autonomie pour piloter le reste de sa vie. Reste de sa vie qui va au minimum c'était 6 mois, à des groupes beaucoup plus anciens. Le groupe dans lequel je suis a plus de 10 ans d'âge par exemple, et on se réunit encore régulièrement. Alors, il y a des règles importantes qui sont proposées au groupe, qui concernent la création rapide d'une bulle de sécurité dans laquelle il y a vraiment un grand respect de la parole, je vais dire l'importance de l'écoute, du non-jugement, et c'est probablement l'apprentissage le plus fort que l'on a dans les groupes de simplicité volontaire, c'est apprendre à écouter sans juger. Il faut parfois des mois, parfois des années
pour arriver, suivant les personnes, mais c'est vraiment un point crucial dans les groupes de simplicité volontaire, c'est acquérir cette capacité d'écoute. Alors, du point de vue organisation, maintenant, il y a dans les groupes de simplicité volontaire et pour chaque séance, 3 personnes qui sont souvent désignées, mais pas nécessairement. C'est un hôte qui va accueillir, un animateur qui va se charger de présenter le thème, et ensuite, à la différence d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, l'animateur parle très peu, en fait, il introduit, et puis il va être vigilant sur toute une série de choses qui seront dites ou pas dites dans le groupe, et éventuellement, alors, il y a un secrétaire qui va prendre des notes et qui permettra alors au groupe de faire une synthèse en fin de séance ou par après. Alors, un point important, c'est que les groupes, comme je l'ai dit, ne fonctionnent pas avec des réflexions et des discussions. En fait, sont des groupes dans lesquels on ne discute pas. Ça peut être surprenant et pour certaines personnes, c'est difficile, mais toutes les expériences qu'on a faites où on souhaite partager ces expériences, mais où on discute, sont terminées en catastrophe. Parce que les personnalités fortes s'imposent dans le groupe et les autres n'arrivent pas à s'exprimer et quittent progressivement le groupe lors des réunions suivantes. Il faut en fait, la seule méthode qui ait bien marché, et c'était déjà recommandé par le réseau québécois, c'est vraiment d'avoir un partage d'expérience, donc chacun s'exprime et dit ce qu'il souhaite sur le sujet, et on fait ça en un tour ou en 2 tours, et on interdit les questions et on interdit les commentaires sur les partages des autres personnes. Et c'est absolument crucial, sinon le groupe va toujours à sa catastrophe. Je vais dire, même dans un groupe aussi âgé que le nôtre, je pense qu'on a essayé après 7-8 ans de faire l'expérience de pouvoir poser des questions. Eh bien, la première réunion où on a fait ça, ça s'est mal terminé. Donc on a dit, on revient vraiment à notre manière de faire qui est un partage d'expérience. On est en l'écoute et on n'est pas là pour discuter ou commenter ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Isio, je suis désolée de t'interrompre, c'est juste pour... Voilà, c'est le dernier. En fait, je pense qu'il y a peut-être le dernier slide. Merci. Voilà, qui est simplement des exemples de thèmes que nous utilisons, mais on en a plusieurs dizaines. Et c'est sur ces thèmes-là que l'animateur prépare, envoie quelques questions et puis nous partageons nos expériences. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi. Je passe directement la parole à Timothée. Bonjour tout le monde. Alors, hop. Je vous partage le slide. Tchouk. Super. Normalement, vous devez me voir, m'entendre et avoir les slides en même temps. C'est ça? C'est le cas, oui. Super. Donc voilà, moi je suis économiste à la écologique. Je fais beaucoup de macroéconomie, donc je me concentre un petit peu sur l'étude des économies à grande échelle. Et je vais parler un petit peu de décroissance. Et plus précisément, pas parler de décroissance dans le sens abstrait du terme, essayer de venir définir qu'est-ce que c'est le concept, mais d'essayer de connecter un petit peu l'organisation sociétale de la simplicité volontaire. Donc, essayer de connecter un petit peu les institutions qui devraient être en place pour permettre la simplicité volontaire à l'échelle individuelle. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est basé sur mon travail de thèse. Vous avez reçu un lien normalement. Il y en aura aussi sur le dernier slide qui a été publié l'année dernière. Ça s'appelait The Political Economy of Degrowth, l'économie politique de la décroissance. La thèse était en anglais. Je suis en ce moment en train d'écrire un livre en français pour résumer les idées de la thèse. Donc, si vous êtes un peu patient, ça devrait arriver en français. Je me suis dit quand même que j'allais commencer par une définition de la décroissance que j'aime bien. C'est une définition de Jason Hickel, qui est un anthropologue, pardon, on dit en français, qui a publié un livre qui s'appelle Less is More l'année dernière, qui est devenu, je pense, mon livre préféré que je recommande la plupart du temps pour ceux qui s'intéressent à la décroissance. Et donc,
Jason Hickel nous donne cette définition que vous pouvez lire au centre. Ce qui est intéressant de voir dans cette définition, c'est les 4 caractéristiques essentielles de la décroissance. La première, vraiment, elle va avec le nom. C'est pour ça que parfois, c'est décroissance soutenable, hein, Ezio en parlait. C'est la soutenabilité. Moi, j'aime bien le voir comme un régime biophysique. Donc voilà, on vient réduire un petit peu la taille physique, biophysique d'une économie en espérant que ça vienne réduire les pressions environnementales. Ça, on sait. Mais il y a 3 autres caractéristiques qui sont aussi importantes. La deuxième, faire ça d'une manière qui vient réduire les inégalités. Et faire ça aussi pas d'une manière généralisée, mais dans les pays riches, dans les secteurs les plus polluants, dans les secteurs qui contribuent le moins au bien-être. La décroissance, c'est un ajustement économique qui est sélectif. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est le bien-être. Et ça, c'est très important. Donc la décroissance est une transition qui devrait augmenter le bien-être. Alors ça connecte directement avec ce qu'a dit Adrien. Donc c'est, on pourrait dire une adaptation des économies qui ont déjà atteint un certain stade de richesse pour continuer à soit maintenir ou augmenter leur bien-être sans forcément avoir à faire croître l'économie qui n'y contribue plus. Et le quatrième aspect, c'est la démocratie, la plus participative possible. C'est la racine un petit peu anarchiste de la décroissance. Et cette idée de justement la seule manière de garantir la soutenabilité écologique, la justice sociale et même le bien-être, c'est d'avoir une économie qui fonctionne de manière adaptive, de manière résiliente, de manière, en un mot, démocratique. Donc, moi, dans cette présentation, je vais descendre à 4 niveaux. Le niveau du gouvernement, le niveau des entreprises, le niveau des communautés et le niveau individuel des ménages. Et pour chaque niveau, j'ai choisi juste un changement institutionnel qui représente un petit peu l'idée de la décroissance, enfin qui pourrait permettre en tout cas les pratiques de réduction de consommation dont a parlé Ezio et Adrien. Donc, on va commencer tout en haut de l'échelle avec le gouvernement. Donc, bien sûr, quand on parle décroissance, symboliquement, c'est un problème d'avoir une économie qui a pour compas la poursuite de la croissance économique mesurée par le PIB. Donc ça, c'est des critiques qui sont déjà très vieilles et même admises dans des lieux de pouvoir. On se souvient bien en France, Nicolas Sarkozy qui avait lancé l'initiative Beyond GDP, qui n'a pas eu beaucoup de conséquences parce qu'on se retrouve 10 ans après avec une course au PIB qui est toujours aussi effrénée entre pays. Même s'il y a quelques avancées, là, j'ai choisi une loi qui est passée en France en 2015, un petit peu inaperçue, qui s'appelle la loi Sas. Et en fait, là, c'est un article unique de loi qui oblige le gouvernement chaque année à évaluer ses politiques globales en fonction d'une batterie de 10 indicateurs sociaux et environnementaux que vous pouvez voir sur la droite. Alors normalement, voilà, ce rapport doit être fait en octobre de chaque année pour qu'il puisse être intégré dans les discussions sur le budget. Donc, bien sûr, depuis 2015, le rapport, il est toujours en retard et il n'est pas souvent regardé. Mais l'idée, c'est vraiment de remplacer la boussole du PIB par voilà, un dashboard, un tableau de bord d'indicateurs qui viendrait mesurer la santé sociale et écologique. Là, j'en ai mis quelques-uns, les Wellbeing Budget en Nouvelle-Zélande, le bonheur national brut au Bhoutan et beaucoup d'autres. Les alternatives au PIB, il y en a pas mal. Le premier indicateur alternatif au PIB, c'était 1972, qui avait été designé à l'époque par des économistes écologiques aux États-Unis. Il y en a eu beaucoup depuis. Là, maintenant, il faudrait se poser la question sociologique de comment on passe le pas et on repense la gouvernance nationale, mais aussi régionale et municipale, sans tomber dans cette obsession de la maximisation d'une valeur financière abstraite, que ce soit le PIB ou les revenus des taxes sur les activités de marché, enfin, s'échapper un petit peu des activités monétaires. Alors, je dis ça, ce n'est pas seulement une question d'indicateur. Bien sûr, si on venait aujourd'hui mesurer le fonctionnement du capitalisme d'aujourd'hui avec toute une batterie d'indicateurs, ça ne changerait pas vraiment les comportements de consommation, de production, ça ne changerait pas vraiment
les tendances d'extraction, la pollution, des choses comme ça. Donc là, il faut bien se rendre compte qu'ici, c'est un changement symbolique pour orienter des décisions d'investissement et essayer un petit peu de changer les choses sur le long terme. Donc c'est pour ça que là, je vais descendre un petit peu sur d'autres aspects beaucoup plus pratiques, parce qu'il faut faire les deux en même temps. En fait, changer les lunettes avec lesquelles on regarde l'économie. Donc ça, c'est la question des indicateurs. Mais aussi, il faut en même temps changer le fonctionnement même de l'économie. Et ça, bien sûr, là, je vais passer aux entreprises, mais le gouvernement a beaucoup de choses à faire, à commencer par tout l'apparatus d'instruments publics, les taxes, les subventions, beaucoup de choses comme ça. Mais là, j'avais juste choisi vraiment un changement symbolique par acteur. On pourra parler du reste pendant la discussion. Je retourne aux entreprises. Très difficile de faire de la simplicité volontaire quand on a des entreprises qui essayent de vendre le maximum de trucs et qui utilisent des stratagèmes très développés comme la publicité pour nous les vendre. Donc là, c'est pour ça que quand on définit la décroissance, on dit toujours réduction de la production et de la consommation. Alors, c'est jamais juste une réduction de la production ou une réduction de la consommation. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de productivisme sans consumérisme, pas de consumérisme sans productivisme. C'est une boucle qui s'auto-entretient. Et donc, si on veut pouvoir limiter le consumérisme, il faut donc réduire un petit peu cette pression que les entreprises créent aujourd'hui pour qu'on consomme plus. L'exemple que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est les SCIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est une forme d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire en France. Vous pouvez voir, il y en a un petit millier aujourd'hui. Ce qui les caractérise, en fait, c'est comme une coopérative. Donc ça, vous connaissez un petit peu ce régime de propriété, hein, où une entreprise est possédée pas par juste des shareholders, hein, mais par, on va dire, une partie un peu plus diverse de la population, qui inclut les salariés, des représentants de la communauté, des choses comme ça. Mais là, c'est une coopérative qui est centrée autour d'une mission spéciale. Alors pour moi, c'est très important parce qu'une entreprise qui est centrée autour de la mission de juste faire du profit, là, on retombe un petit peu dans la course abstraite à la croissance. Si le but, c'est de faire de l'argent, on s'éloigne pour moi, ce que je considère comme étant l'objectif d'une économie, qui est la satisfaction des besoins. Et là, je retombe un petit peu sur ce qu'Adrien a montré. Moi, l'une des hypothèses que j'aime bien pour expliquer ce plateau, c'est que le bien-être, en fait, suit des stades de suffisance. Par exemple, pour être en bonne santé, il faut avoir accès à juste assez de médicaments, à la qualité de soins dont on a besoin pour être en bonne santé. Une fois qu'on est en bonne santé, on est au-dessus du seuil. On n'a pas besoin d'avoir un pourcentage de 3% dans la quantité de médicaments qu'on consomme par an, à jamais. Donc, la suffisance, ici, si les entreprises se concentraient sur la satisfaction d'un besoin, je pense que ce seraient des entreprises qui ne viendraient pas croître à jamais. Elles seraient limitées. Une façon d'être sûr aussi, c'est de leur imposer légalement une lucrativité limitée pour être sûr, en fait, que la valeur des entreprises ne puisse pas être appropriée de manière privée par des individus, ce qui évite aussi des incitations de les faire croître à jamais. Voilà quelques exemples aussi de ces entreprises au travers le monde. Donc là, on descend encore à l'échelle de la communauté. Si on veut pouvoir vivre plus simplement, il faut aussi qu'on ait des institutions alternatives qui nous permettent, à chaque fois qu'on veut satisfaire un besoin, de ne pas avoir à aller acheter un produit dans une entreprise à but lucratif super capitaliste. Donc, il faut en fait créer des réseaux alternatifs. Moi, ici, j'ai choisi l'exemple des monnaies locales. Parce que la plupart du temps, il y en a là je reviens un petit peu sur des exemples en France, hein, on a 80 monnaies complémentaires depuis que ça a été légalisé en 2014. Et chacune de ces monnaies complémentaires a la plupart du temps des valeurs sociales, environnementales qu'on ne retrouve pas dans l'euro ou les monnaies nationales. Et donc, en fait, à travers ces réseaux d'échanges alternatifs, on peut d'une certaine manière, orienter le fonctionnement des activités économiques, en gros, faire la division entre les activités désirables et les activités indésirables. C'est ça la grande question. Ça que ne peut pas faire le PIB, ça que ne peut pas faire la monnaie nationale.
Donc, au sein de la communauté, et pour moi, c'est le territoire de prédilection quand on parle de décroissance, c'est au sein du territoire qu'on va créer la plupart des institutions, les réseaux de partage d'objets, les monnaies locales, les coopératives de consommateurs qui vont nous permettre, les jardins partagés, toutes ces choses-là qui nous permettront de vivre plus simplement. Et là, on retombe enfin à l'échelle des ménages, où il y a beaucoup de choses à faire sur la volonté en termes de simplicité. Ezio en a très bien parlé. Ici, je vais juste parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la réduction du temps de travail. Alors moi, j'ai une approche d'économie féministe représentée très bien par cet iceberg à droite, où l'économie mesurée par le PIB capitaliste, en haut, n'est qu'une petite partie de l'économie. Et en dessous se cache une grande partie de l'économie. Donc aujourd'hui, la croissance économique, elle vient monopoliser beaucoup de ressources, à commencer par le temps, sur la partie émergée. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire un transfert du temps, de l'énergie et des matériaux utilisés en haut et les transférer en bas pour construire des économies alternatives. En tant qu'individu, ça veut dire que bon, voilà, si je travaille 80 heures dans une entreprise de marketing par semaine, je n'aurai pas le temps de faire une monnaie locale et toutes ces choses-là. Donc là, c'était sur le rôle des ménages. Bien sûr, des changements, il y en a beaucoup. Dans ma thèse, je les passe vraiment en revue de manière plus systématique. Là, je vous ai mis quelques exemples. Je vous mets aussi le titre de la thèse. Toute la partie 3, celle qui s'appelle « Recipes for Degrowth », c'est sur l'étude de ces changements pour les répertorier et pour étudier leurs interactions. J'essaye aussi de faire le sommaire un petit peu de ce travail sur Twitter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je peux recommander de la littérature sur des petits changements, des parties de la thèse ou d'autres choses. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Timothée. On va continuer, à mon avis, avec Adrien qui se propose d'animer la séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas maintenant à envoyer vos questions dans le chat. Adrien, je te passe la parole. Oui, donc merci à Ezio et Timothée pour vos présentations très claires et intéressantes. Je recommande d'ailleurs la thèse de Timothée parce que je suis presque à la fin, mais je n'ai pas encore tout à fait fini, mais enfin, elle est très très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, comme Maud l'a dit. En attendant que les premières questions arrivent, j'ai deux questions, l'une sur l'enseignement et l'une sur le confinement lié au coronavirus. Donc, premièrement, sur l'enseignement, pensez-vous que la simplicité devrait être davantage enseignée dans les écoles? Voilà, simplicité, décroissance, hein, voilà. Et quelle serait la bonne manière de l'aborder selon vous? Voilà. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Mais... Je laisse la main à Ezio. Voilà. Oui, merci, Tim. Je ne sais pas si l'école est le meilleur endroit. Ça pourrait être un endroit si... Je pense qu'il faut d'abord qu'on en parle dans les familles et de manière globale dans le reste, et puis que l'école éventuellement formalise quelque chose, oui, mais il ne faut pas donner à l'école tous les rôles. Si on parle de simplicité volontaire à l'école et puis qu'à la maison, on n'est pas du tout dans ce concept-là, à part donner une position difficile aux enfants. Je pense que il y a vraiment une question de réflexion plus globale que Timothée a un petit peu expliqué aussi, c'est vraiment d'acquérir, enfin, de devenir conscient que notre bonheur ou notre bien-être au-delà d'un certain niveau de revenus n'est plus du tout corrélé et que par contre nos revenus sont directement corrélés avec la consommation, la pollution et tout le reste. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faut arriver à faire passer, après que l'école aide dans cette démarche peut-être, mais c'est vraiment au niveau de la société et de l'esprit de chacun, je pense qu'il faut agir. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 3 générations, de se dire bon, on va former une génération puis une deuxième. C'est vraiment quelque chose qui doit toucher aussi bien les enfants que les personnes âgées. Timothée, tu as quelque chose à rajouter? Juste un petit mot aussi, de ne pas retomber sur l'éducation comme la solution miracle, parce que ça aussi, c'est passer la balle à la génération d'après.
quelque chose qui a déjà beaucoup été fait. Donc, bien sûr, c'est quelque chose, il faut changer, il faut intégrer un petit peu cette nouvelle conscience sociale et environnementale dans la façon dont on vient éduquer les gens aujourd'hui. Je vais juste, moi, la manière qui m'occupe le plus en ce moment, c'est la manière dont on vient instruire les économistes à l'université. Donc, en gros, on voit qu'en fait, même aujourd'hui encore, on est en train d'entraîner toute une génération d'économistes en bons petits mécaniciens d'un système complètement destructeur de la nature. Moi, hier, voilà, j'étais en train de dîner avec 2 économistes à l'OCDE qui avaient mon âge, la trentaine, et j'en revenais pas de ce que j'entendais. Donc là, il faut se concentrer aussi un petit peu sur, malheureusement, le pouvoir qu'ont aujourd'hui les économistes et diffuser, démocratiser un petit peu des idées pour donner aux gens la possibilité de devenir eux-mêmes un petit peu économistes. Reprendre le pouvoir des économistes spécialisés, voilà, universitaires, et se rendre compte qu'à l'échelle de son ménage, de sa communauté, de son gouvernement municipal, nous pouvons tous discuter des problématiques d'économie sans avoir forcément un doctorat en la matière. Et c'est ça qui est important, la plupart du temps, les gens qui n'ont pas pris de cours d'économie sont plus à même de construire des économies qui marchent. C'est le grand paradoxe d'aujourd'hui. Bien dit. La deuxième question que j'aimerais vous poser concerne le confinement. Et je me demandais si vous pourriez dire quel est le rapport pour vous entre le confinement et la simplicité. Est-ce qu'on s'est mis à vivre d'une manière plus simple pendant le confinement? Bon, évidemment, on ne parle pas de simplicité volontaire puisqu'elle n'a pas été volontaire, mais est-ce que selon vous, on s'est mis à se poser certaines questions? Je ne sais pas. J'ai peut-être d'abord. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est qu'au niveau des Amis de la Terre, comme je suppose pas mal d'associations, je vais dire, ça a été plus que calme, et je n'ai pas eu de contact direct de personnes ou de groupes me demandant de développer plus ce sujet-là que dans le passé. Donc, je n'ai pas vu. Alors que si on regarde historiquement au niveau des groupes de simplicité volontaire ou des demandes que l'on a eues, il y en a eu une très forte en 2007-2008 avec la crise, on va dire, financière. Et puis, il y a eu une autre petite crise après où on a ressenti aussi un intérêt. Ici, au niveau de la crise, on va dire, sanitaire du Covid, j'ai absolument rien vu à ce niveau-là. Je n'ai pas ressenti de demande. Et je pense que les situations étaient extrêmement diverses. C'est vrai que on a eu quand même l'occasion de repartager avec des personnes. Pour certaines, effectivement, comme tu l'as exprimé, Adrien, ce moment de ralentissement forcé, qui est quelque chose d'extrêmement important pour la simplicité volontaire. Quand on demande toujours, on commence par quoi? On commence par s'arrêter et par réfléchir. Et pour certains, effectivement, ce moment a été une opportunité de faire ça et de se poser des questions et de se dire, demain, je ne veux plus faire comme je faisais avant. Et par exemple, des gens qui ont décidé de ne plus voyager, de ne plus prendre l'avion, en tout cas. Et il y a vraiment un questionnement intéressant qui a été mis en avant là, à ce moment-là. Mais pour d'autres personnes qui n'avaient pas cette capacité de s'arrêter et de réfléchir, ça a été vraiment une succession de dégradation dans la vie sociale et autres. Donc, je pense que les situations sont extrêmement diverses. Ouais. Je peux ajouter quelque chose là-dessus. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de fondamental pendant la pandémie. Si on imagine un petit peu l'un des aspects que j'aime bien de la simplicité volontaire, c'est cette espèce de Socrate économique. Donc, commencer à se poser des questions de pourquoi est-ce que je consomme, pourquoi est-ce que j'achète ça, pourquoi est-ce que je travaille, pourquoi est-ce que je passe mes heures à faire ça et pas ça. Donc, d'essayer, voilà, c'est ce processus de s'arrêter et réfléchir. Donc ça, Ezio l'a dit, on l'a fait, mais il y a un autre aspect, moi, qui m'a paru vraiment historiquement fondamental, c'est quand on a commencé à se poser la question, qui dois-je aller travailler ou non? Tous les matins, est-ce que mon activité professionnelle vaut la peine de prendre le risque de contaminer le virus aux gens? Et ça, c'est quand même fantastique. En Italie, on a vu le gouvernement qui a fait la séparation entre les activités essentielles et superflues. En France, il y a eu ça un petit peu, même si c'était fait de manière un peu théâtrale.
interdit d'acheter des jouets dans les supermarchés. On se souvient des grandes barrières, voilà, les panneaux de scotch, on avait ça parce qu'on n'avait pas le droit d'acheter les jouets dans les supermarchés parce que ce n'était pas des activités essentielles. Mais pour la première fois dans l'histoire du capitalisme moderne, on a ce processus de division entre l'essentiel et le superflu. Alors là, maintenant, il faudrait s'imaginer, dans un contexte post-pandémique, apporter la même réflexion, mais à travers la loupe de la justice sociale et environnementale, et pas seulement une loupe sanitaire, de se demander, bon voilà, est-ce que mon activité professionnelle, est-ce que ça vaut la peine vraiment de faire ce que je fais si ça vient créer, je ne sais pas, ces destructions écosystémiques, si ça vient inciter à la consommation. Je parle par exemple pour ceux qui travaillent dans le marketing. Donc, cette socratisation de la consommation et de la production, peut-être qu'on peut utiliser la même mentalité qu'on a développée pendant la pandémie pour aujourd'hui remettre en question plus généralement le capitalisme. Et de manière générale, on peut dire que oui, on peut voir aussi d'une certaine manière que les gouvernements ont, surtout à cause en fait, de la pandémie, on a vu qu'ils étaient capables de considérer autre chose que l'économie comme la première et la seule chose qui importait, puisqu'ils ont dans ce cas-ci préféré sauver des vies. Ça paraît fondamental, mais parfois on aurait pu se poser la question. Donc je vais passer aux questions dans le chat. Je vais suivre l'ordre. Maud, dis-moi si j'en oublie une autre. Mais première question de Marielle Breunings, qui me paraît fort intéressante. Quelle différence essentielle peut-on faire entre le mouvement de la simplicité volontaire et celui du minimalisme à la japonais, du style à la Marie Kondo, j'imagine? Ezio, je ne sais pas si ça t'inspire. Moi, je n'ai pas d'avis. Je ne connais pas assez les caractéristiques du minimalisme pour pouvoir faire une comparaison fine. Je ne sais pas, Adrien, toi peut-être que tu as plongé là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de minimalisme, mais moi, une différence quand même que je vois, c'est que le minimalisme, ça se focalise beaucoup sur le matériel, sur le fait de se désencombrer de son matériel, de tout, notamment, moi j'ai regardé un film là-dessus sur Netflix il y a quelques mois qui montrait comment certaines personnes avaient enlevé presque tout ce qui était dans leur garage et qui ne leur servait pas. Donc, d'une certaine manière, on peut voir les liens entre la simplicité volontaire et le minimalisme, mais ça ne va pas aussi loin, selon moi, parce que, je ne m'y connais pas autant que ça, évidemment, mais on n'a peut-être pas autant cet aspect du ralentissement de la vie et de se poser les questions sur ce qui… On commence à se poser les questions sur ce qui est vraiment important, mais je ne suis pas sûr qu'on va aussi loin que ce que la simplicité peut faire à ce niveau-là. Oui, moi j'ai peut-être un petit quelque chose. Par exemple, quand le concept de zéro déchet est apparu ici, voilà, qu'on a commencé à en parler, j'avais au départ une attitude assez négative par rapport à ça, en me disant on prend vraiment le problème par un petit bout de la lorgnette, hein, les déchets. Mais après, en discutant avec les gens qui allaient vraiment loin dans leur démarche, ils étaient très très proches de toutes les questions qui étaient abordées dans la simplicité volontaire. C'est pour ça que parfois la porte d'entrée est différente, mais voilà, si l'ouverture est là, on se rend compte qu'il y a d'autres questions que la question des déchets ou que le minimalisme. Voilà, donc je ne ferme pas la porte, je ne connais pas assez de personnes qui sont dans cette démarche-là. Mais dans la démarche zéro déchet, j'en connais pas mal. Et c'est vrai que là, quand la démarche s'établit bien, toutes les questions viennent, questions qui sont au centre de la démarche de la simplicité volontaire. Timothée, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Pas spécialement. D'accord. Donc ici, j'ai une question de Robert Cato qui demande, c'est ces mots, comment faire face à ce monstre capitaliste mondialisé où les multinationales et les lobbies disposent d'une incroyable dimension et puissance. Donc, comment mettre en place ce genre de programme lié à la simplicité dont tu parlais, Timothée, et aussi Ezio? Je veux bien commencer déjà par une thèse un petit peu controversée de dire que voilà, le capitalisme a toujours existé en juxtaposition avec un post-capitalisme.
Alors moi, c'est les économistes géographes Gibson Graham, que j'aime beaucoup, qui parlent d'économies diverses, où il y a toujours des institutions capitalistes, comme voilà, une grande entreprise multinationale, qui s'opposent à des organisations souvent plus petites au sein d'une communauté qui fonctionnent avec une logique en dehors du capitalisme. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se poser la question de comment déconstruire le capitalisme et ensuite construire quelque chose après, comme si ce quelque chose n'avait jamais existé et n'existait pas. Plutôt, il faut voir ça un petit peu comme comment est-ce qu'on peut favoriser le développement et l'émergence des initiatives post-capitalistes aujourd'hui, les monnaies locales, les gens qui arrivent à travailler moins, le temps partiel protégé, des choses comme ça, les entreprises coopératives, l'économie sociale et solidaire, les pratiques de simplicité volontaire, et comment arriver à courber, à opposer les pratiques capitalistes. Les grosses entreprises multinationales sont un problème, pour moi, fondamental. Dans ma thèse, je n'ai trouvé aucune autre solution que de les découper en petits morceaux. Voilà, c'est la solution à la Hannibal Lecter. Mais ça arrive aussi, c'est vous voyez, la fusion entre deux entreprises, on en parle souvent dans une économie de croissance, avec bien sûr des monopoles qui sont très profitables. La fusion fait souvent les news, mais la scission d'entreprise ne fait pas souvent les news, où à chaque fois, c'est comme si s'était passé un problème. Mais parfois, les grandes entreprises font des scissions par elles-mêmes parce qu'elles se rendent compte qu'après un certain stade, on atteint des grosses entreprises un peu trop administratives, bureaucratiques, et on perd en potentiel d'innovation. Donc même les grandes entreprises vont venir faire des scissions en elles-mêmes pour conserver un peu leur potentiel d'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait, au sein des gouvernements, se poser la question de quelles entreprises ont atteint une taille trop grande pour pouvoir fonctionner de manière durable et démocratique. Et ça voudrait dire, en France, 4 millions d'entreprises, il y en a 292 seulement qui sont vraiment des grandes entreprises quand on parle de corporations multinationales, 292. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il faudrait, et la réflexion qui existe aujourd'hui autour de la mission d'une entreprise, si légalement chaque entreprise devait avoir une mission, ça devient très difficile pour une entreprise comme Unilever d'avoir une mission parce que c'est abstrait, c'est trop grand et donc on tombe sur la seule mission qui est celle de la lucrativité. Donc moi, je suis pour la scission des entreprises, pour les ramener à une échelle qui soit assez petite pour qu'elles puissent s'ancrer localement dans un territoire, ça c'est très important, mais aussi pour qu'elles puissent s'organiser de façon démocratique. C'est pour ça qu'on ne voit pas souvent des coopératives avec des milliers de personnes, parce qu'au bout d'un moment, ça force à organiser une hiérarchie. Donc, moi, je les vois bien, scission avec des coopératives et des fédérations de coopératives, bien sûr, pour organiser des secteurs et des activités économiques globalisées. Même s'il y a aussi la question d'une grande partie des activités économiques qui sont aujourd'hui globalisées, qui devraient être et pourraient être localisées. Et comment est-ce que tu penses que ce genre d'idée va arriver au pouvoir, d'une certaine manière? Parce que c'est très beau, mais nos dirigeants, comme la question le disait un petit peu, sont beaucoup influencés par les lobbies, etc. Et donc, au niveau, est-ce qu'il faut réformer nos démocraties, par exemple? Ça, c'est une question où je n'ai pas tellement de choses à dire, mais en ce moment, déjà, il faut garder en tête que dans les économies dans lesquelles on a parlé, là, les industrialisées, l'OCDE et tout, les économies à haut revenu, on est dans ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Donc, ce que les économistes appellent la stagnation séculaire, c'est le ralentissement systématique des taux de croissance sur le long terme. Donc, en gros, et c'est un mystère en économie, il y a beaucoup d'économistes qui essayent de comprendre pourquoi, mais on se rend compte empiriquement que ces économies, leur taux de croissance ralentissent. Donc, bien sûr, on peut imaginer les gouvernements paniquent, les entreprises paniquent, les choses comme ça aussi. On essaye tous de relancer la croissance à travers l'innovation. Et là, je pense qu'il y a une opportunité. Il faut créer un nouveau discours qui existe déjà d'innovation, qui ne serait pas seulement une innovation financière, mais une innovation sociale et écologique. Là, on retombe un petit peu sur l'objectif de la santé sociale et écologique des lois Laurent. Et si on arrivait un petit peu à tourner cet argument de oui, il faut aller rechercher le potentiel d'innovation, ça voudrait dire que la déconstruction de certains monopoles d'entreprise pourrait être une stratégie industrielle des gouvernements de ces économies avancées pour redonner un petit peu, pour redorer leur capacité à maintenir la santé sociale et écologique. Donc, je pense que même des gouvernements comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne sont pas fondamentalement verts et encore moins anticapitalistes,
on pourra avoir des méthodes, moi ce que j'appelle voilà, des chevals de Troie, où on proposerait des chemins de transition qui permettent à la fois, encore une fois, de ralentir la pression des tendances capitalistes et accélérer la pression des tendances post-capitalistes. D'accord. Les yeux, qu'est-ce que tu en penses? Rien vraiment d'ajouter de pertinent et je pense que c'est très clair les informations données par Timothée sur ce découpage possible pour les grosses multinationales. Si je peux me permettre, tant que j'ai la parole, je reviendrai puisque c'est un problème que l'on a déjà discuté au sein des Amis de la Terre et qui est toujours resté un peu ouvert. On a parlé de la force des entreprises à travers la publicité, hein. Un des moteurs aussi qui les pousse, c'est la concurrence. Et peut-être avoir un peu une idée de ce que Timothée pense de ce concept de concurrence. Est-ce qu'on peut imaginer d'aller vers une société de décroissance en laissant la concurrence comme elle l'est maintenant, moteur de l'innovation et poussée à vouloir écraser le voisin, l'autre entreprise, à prendre sa place, à devenir plus gros? Voilà, là c'est une question en tout cas qui pour moi est intéressante. Question fondamentale, hein, j'y réponds très brièvement. Oui, je pense qu'il faut déconstruire complètement cette culture de la compétition et reconstruire une culture de la coopération. Et pour moi, la compétition se fait à travers une comparaison d'outils quantitatifs. C'est très facile de comparer deux entreprises si on regarde leur taux de profit, leur chiffre d'affaires, leur part de marché, des choses comme ça, et de se dire on va se faire la compétition sur qui a les plus gros profits, sur quel gouvernement a le plus gros PIB, sur des indicateurs comparables. Mais si on concrétise les indicateurs, par exemple, je parlais d'émissions d'entreprise, la capacité à satisfaire un besoin, là, déjà, ça devient beaucoup plus difficile de comparer. Parce que voilà, une boulangerie qui va satisfaire un besoin de faire le meilleur flan de Clermont-Ferrand, ça devient beaucoup plus difficile de se comparer avec une boulangerie en Bretagne qui fait une baguette pour d'autres personnes qui ont différents goûts. Est-ce que l'une est-ce que l'une est en compétition avec l'autre? Non. Donc, en gros, localiser l'économie, ça va venir déconstruire plein de formes de compétition aujourd'hui qui n'ont pas lieu d'exister. Les pommes d'une partie du monde ne devraient pas être en compétition avec les pommes de l'autre partie du monde qu'on va aujourd'hui échanger sur le commerce international. Ça, c'est le premier aspect. Après, à l'échelle individuelle aussi, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, hein, qui vient des anthropologues, c'est l'anti-utilitarisme, qui pour moi est aussi un bon sous-basement de la simplicité volontaire, où pour déconstruire un petit peu la logique de consommation positionnelle, c'est-à-dire cette espèce de compétition pour le prestige à travers la consommation qui, je suis d'accord, a été créée de toutes pièces par les gens qui travaillent dans la publicité à des fins productivistes pour pouvoir vendre plus de marchandises. Donc là, aujourd'hui, il faut apprendre à se définir, voilà, sa personnalité et surtout définir l'évolution de sa personne, donc le développement personnel en dehors de ces espèces de comparaisons quantitatives avec les autres, qui a la plus grosse voiture, qui a la plus grosse maison, mais même nous, les universitaires, qui a publié le plus d'articles, qui a le plus gros impact factor, des choses comme ça. Donc ça, on a besoin d'une petite logique anti-utilitariste, de retomber encore une fois sur l'idée de la suffisance, de se dire que voilà, l'idée de la suffisance, pour limiter un petit peu ses aspirations personnelles, pour se reconcentrer vraiment sur ce qui est essentiel, et l'idée des biens relationnels, de se dire que la plupart de la consommation qui participe au bien-être, c'est une consommation relationnelle. Donc moi, par exemple, je pourrais avoir 250 échiquiers à la maison. Si j'ai personne pour jouer aux échecs avec moi, eh ben, je ne vais pas être très heureux. Et je pense que si on arrivait à se rendre compte, à travers voilà, des discussions comme les yeux en parlaient, des cercles de discussion arrivent à identifier les choses qui nous rendent vraiment heureux, et ça c'est une hypothèse, j'imagine qu'on identifierait beaucoup d'entre eux qui sont des activités relationnelles où en fait la compétition vient détruire la valeur relationnelle, parce que ce que j'aime bien, c'est pas éclater mon voisin aux échecs pour le faire pleurer, machin, c'est juste le bon moment de jouer aux échecs dans le jardin, c'est quelque chose de plus coopératif que de compétition. Merci à tous les deux. On va passer à une autre question. Il y a Christine qui vous demande s'il y a des modèles qui fonctionnent à travers le monde, et elle donne par exemple le Bhoutan comme exemple. Est-ce
qu'il existe des pays qui font différemment ou des sociétés, des communautés qui font différemment et qui méritent d'être mentionnées? Personnellement, peut-être que Timothée pourra donner une vue plus générale. Nous, on s'est servi de ce que le Bhoutan a fait, hein, donc du rapport, je crois que c'est les Nations Unies là-dessus, pour faire un travail il y a 4-5 ans autour de la question du bien-être, en essayant de le segmenter un petit peu comme ils avaient fait avec X sphères là. Et ça a été un travail qu'on a partagé entre 100 et 200 personnes au total. Et c'était, ben voilà, de nouveau une réflexion, pas dans le cadre des groupes de simplicité volontaire, mais là dans un cadre plus général des Amis de la Terre, autour de cette question du bien-être ici. C'est quoi et quels sont vraiment les éléments importants. Et en ça, je pense que c'est intéressant de voir comment ils ont pris le problème. Après, je ne sais pas comment ça se met en place au Bhoutan et quel est ce que ça a pu changer dans la vie au quotidien des personnes, mais cette analyse est extrêmement intéressante et va bien au-delà du produit intérieur brut quand on voit effectivement quelles sont les sphères importantes pour arriver au bien-être de la population. Je vais parler en tant que macroéconomiste, il faut toujours faire très attention. Souvent, on me dit ça quand je parle de décroissance, on me dit oui, mais est-ce qu'il y a un pays dans le monde où ça a été déjà essayé, on pourrait regarder, voir si ça marche. Ça n'existera jamais parce que les économies sont tellement diversifiées, vous imaginez, à l'échelle même d'une communauté, même d'un éco-village, mais encore plus d'un pays, que c'est impossible d'avoir des expériences comparables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est désagréger, désarticuler et aller piocher à droite à gauche les trucs qui marchent. Je vous donne des exemples. Sur les indicateurs, on a parlé un petit peu du Bhoutan. Il y a aussi les budgets bien-être de la Nouvelle-Zélande depuis 2 ans. En France, on a la région Nord-Pas-de-Calais qui a déjà depuis une bonne décennie, c'est 21 indicateurs. Voilà. Donc là encore, on peut regarder ce qui se fait dans la région Nord-Pas-de-Calais et appliquer ça dans d'autres régions. On peut regarder les villes comme Clermont-Ferrand ou le Pays Basque, là où j'habite, qui ont des monnaies complémentaires qui marchent bien depuis plein d'années, ou en Angleterre, et les appliquer dans des villes qui veulent avoir des monnaies complémentaires mais qui n'en ont pas. En France, en 2016, le premier pays au monde à criminaliser l'obsolescence programmée. Bon, ben voilà, très bien, d'autres pays peuvent le faire. En Suède, ça fait déjà plusieurs décennies que la publicité est interdite. Toute publicité visant des enfants de moins de 12 ans est interdite, légalement. Donc moi, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait aucun pays qui ait suivi là-dessus. On pourrait même continuer à légiférer sur la publicité. Grenoble a interdit la publicité dans toute la ville. Il n'y a pas eu un panneau publicitaire dans toute la ville de Grenoble. Ce n'est pas une petite ville, hein, Grenoble en France. Voilà, d'autres villes pourraient suivre. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais bien voir des projets un petit peu plus boîte à outils où on va venir piocher dans tous les pays du monde. Et là, je ne parle pas, j'ai des exemples dans le monde des pays riches, mais il y en a aussi beaucoup dans les pays du Sud, et venir rassembler cette boîte à outils pour donner aux communautés, aux entreprises, aux gouvernements et aux ménages vraiment une palette d'options pour pouvoir vivre la simplicité comme ils l'entendent et créer les conditions pour cette simplicité. Par rapport, moi j'aimerais bien rajouter juste un modèle, c'est le modèle, on va dire de manière générale, des peuples indigènes. Je fais référence ici notamment à ce que j'ai dit dans ma présentation par rapport, par exemple, aux Maasai, qui sont des peuples semi-nomades, qui atteignent des hauts niveaux de bonheur avec une consommation très faible. Et de manière générale, depuis les travaux de l'anthropologue Marshall Salins, on sait que beaucoup de peuples chasseurs-cueilleurs, qui vivent peut-être encore certains, mais pour la plupart sont éteints, se satisfaisaient très bien de ce qu'ils avaient, et quand on leur demandait, ils n'avaient pas besoin de plus que ce qu'ils avaient. Et c'est quelque chose de fondamental et de très différent de nous, parce que généralement, dans nos sociétés, on veut toujours plus que ce qu'on a. Et dans ce cas-là, il semble que l'organisation de leur société fait en sorte qu'ils n'ont pas envie de plus que ce qu'ils ont. Or, ils n'ont presque rien, donc c'est assez bizarre. Et il y a quand tu disais aller piocher certaines choses dans d'autres peuples, Timothée, par exemple, ils ont une différente vision de la justice, de la démocratie. Enfin, évidemment, ils font les choses de manière très différente et on peut aller voir ce qu'ils font de manière différente pour essayer de voir comment on pourrait peut-être changer aussi nos sociétés. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question intéressante? Peut-être
Adrien, je vois une question sur le genre, donc spécificité du genre. Je pourrais peut-être commenter un peu, là, parce qu'au niveau des groupes de simplicité volontaire, on a eu quand même, on a regardé ça d'assez près. Donc, pour les Amis de la Terre, il faut se rendre compte, il y a, donc au début des années 2000, comme beaucoup d'associations écologistes, c'était surtout des hommes qui étaient actifs. Je vais dire, on avait des membres femmes, mais c'était surtout les hommes. Quand on a lancé l'appel à la création de groupes de simplicité volontaire, on a eu en fait une réponse massive de femmes. Et donc, il y avait plus des 2/3, alors qu'habituellement, dans nos autres activités, il y avait 80% d'hommes et 20% de dames peut-être. Et bien là, on s'est retrouvé avec plus de 2/3 de réponses d'intérêt par des dames. Et après, ça s'est tout à fait aussi vérifié lors de la création des plus de 50 groupes là, dont j'ai parlé. De manière globale, c'était une majorité de femmes et dans certains groupes, c'était même exclusivement des femmes. Elles n'arrivaient pas à trouver d'hommes intéressés par cette question-là et par cette démarche. Donc, il y a une spécificité du genre et c'est clair, comme beaucoup de choses qui concernent le soin, les modifications, transformations intérieures, les femmes sont plus intéressées souvent que les hommes. Tout à fait. Je crois que Timothée a déjà un peu parlé de genre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'économie féministe? Je suis l'économie féministe, c'est la dernière école hétérodoxe, la plus récente, qui a été créée dans les années 90 sur les 7 écoles hétérodoxes qu'on a en sciences économiques. Et c'est malheureusement la moins représentée dans les recherches académiques, dans les cours, alors que moi, je pense que c'est la plus à même de fournir les solutions qui nous permettraient vraiment de construire cette économie encastrée de manière harmonieuse dans l'environnement et dans la communauté. Donc moi, j'invite vraiment les gens à lire, à se renseigner un petit peu sur l'économie féministe. Et pour rappeler un petit peu cette idée, l'économie féministe, l'un des premiers principes, c'est d'opposer la sphère de la production, qui historiquement a été une sphère de la production, c'est-à-dire capitaliste, monétaire, du PIB, qui a été une sphère très masculine, basée sur des logiques de compétition, d'accumulation, de mesures, de contrôle, et aussi une sphère historiquement où que les hommes avaient accès, avant que les femmes aient accès au travail, alors que les tâches, ce qu'on appelle la sphère de la reproduction, on va dire la fourniture de biens et services nécessaires au bien-être, à l'équilibre psychosocial, à la convivialité, à la confiance dans des communautés, le maintien de la santé écologique, tout ça, c'est des activités non monétaires, non payées, non rétribuées, mais du travail quand même, mais des activités quand même qui retombaient, qui étaient majoritairement la responsabilité des femmes. Donc aujourd'hui, ça a créé historiquement ces deux économies genrées, l'économie masculine, donc le capitalisme d'accumulation, et l'économie féminine, donc la sphère de la reproduction pour la soutenabilité. Alors aujourd'hui, c'est des concepts, c'est une division analytique, mais c'est quelque chose, c'est absolument fondamental si on veut comprendre un petit peu la transition sociale et écologique, d'identifier très clairement que l'économie a une ombre et que cette ombre est beaucoup plus importante qu'on le penserait dès qu'on entend un économiste à la radio ou à la télé. Oui, merci. Peut-être une dernière question avant de clôturer. J'ai une question ici de Marie A, qui demande, suite au Covid, de nombreux plans de relance ont été communiqués. Nous sommes constamment sollicités à consommer et utiliser les épargnes pour relancer l'économie. On entend très peu parler de décroissance. Comment peut-on faire usage de ces nombreux plans? Quelles opportunités peut-on saisir comme citoyen? Je ne sais pas si tu veux commenter, Timothée ou Ozio. Très, très difficile. En tant que citoyen, je ne sais pas. C'est vrai que moi, je trouve ça aberrant. C'est de vouloir relancer une économie sans même définir quelle économie on voudrait relancer. Donc, ce retour à la normale, où le normal rimé avec la destruction systématique et organisée de la vie sur Terre, me paraît quand même être un plan de relance assez terrifiant. En tant que citoyen, dans un esprit de démocratie économique, moi j'aime bien toujours appeler à la prise de responsabilité, non seulement se poser les questions, encore une fois, du Socrate,
qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je produis, et ces questions comme ça, mais encore une fois, ça n'a aucun sens si on ne peut pas se connecter avec d'autres personnes qui ont les mêmes réflexions. Donc c'est pour moi, je vais peut-être passer la balle à Isio ici, qui va sûrement… Parce que moi, j'ai l'impression que déjà s'allier, se connecter pour pouvoir discuter et organiser du sabotage, moi j'aime beaucoup utiliser ce mot de sabotage aujourd'hui, mettre du grain dans les mécanismes du capitalisme, donc du sabotage du système capitaliste, et aller jardiner de manière simple et efficace dans la jardinière du post-capitalisme. Ça serait sa recommandation un peu abstraite et poétique. Je passe la balle à Ezio. Oui, peut-être moi, un petit commentaire, je fais référence à ce que j'ai dit au départ, hein, c'est la simplicité volontaire, pas à l'école, mais plutôt un peu partout et dans l'esprit de chacun. Parce qu'ici, effectivement, on relance des plans de croissance d'après Covid. Et d'un autre côté, on dit les changements climatiques, il faut arriver à maîtriser ça. Les inégalités sociales, il faut arriver à les maîtriser. Là, on s'est bien rendu compte. Et on voit que c'est des choses complètement déconnectées. Je veux dire, aujourd'hui, on dirait que les politiciens, la seule réponse qu'ils ont, c'est la croissance pour le bien-être. Et ça, c'est toujours dans leur tête. Tant que dans leur tête, ils n'auront pas d'autre perspective que la croissance pour améliorer le bien-être de la population, je pense que c'est peine perdue. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, moi, de discuter quand même avec pas mal de politiciens. Eh bien, cette idée-là, elle est toujours l'idée forte. Je ne sais pas qui va arriver à leur faire sortir ça de la tête, mais c'est vraiment un problème vraiment très, très sérieux. Peut-être qu'il faudra quelques économistes comme Tim pour arriver à leur sortir ça de la tête, mais là, il y a vraiment, je vais dire, une pollution mentale qui est là et dont il faut arriver à se sortir, et que les politiciens s'en sortent, c'est pas évident. Merci à tous les deux. Je pense que je vais passer la parole à Maud pour conclure. Désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais oui, désolé pour… je vois qu'il y a encore oui, des questions et des commentaires. Après, on va vous partager, je propose en tout cas qu'on leur partage les contacts. Donc, vous pouvez toujours du coup renvoyer vos questions à Timothée, à Ezio, à Adrien. Parce que sinon, oui, il est plutôt temps de conclure. Je veux voir simplement si tout le monde, si de votre côté, en tout cas, vous avez pu dire ce que vous vouliez dire. Si vous avez un petit dernier mot pour la fin. Pour moi, merci à toutes et à tous. J'avais fait une remarque en parlant de toutes ici, c'est que j'avais dès le départ signalé à Maud et j'avais essayé au niveau des amis de la Terre que ce soit une femme qui parle à ma place, mais hélas, les quelques personnes qui auraient pu le faire n'étaient pas disponibles. Et donc voilà, vous avez eu 3 hommes et j'aurais espéré, comme je l'ai dit, la simplicité volontaire, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est d'abord une affaire de femmes et c'est très bien comme ça, qu'on n'a pas pu le mettre en évidence ici lors de cette présentation. Merci. Je ne sais pas, Tim, si tu veux conclure. Une grande responsabilité d'avoir le dernier mot, donc je remercie tout le monde d'avoir été ici et vous encourager vraiment à me contacter si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez aussi que je vous mette en contact avec d'autres personnes qui travaillent sur des problématiques plus spécifiques. Encore une fois, c'est ce qui est très intéressant avec ces concepts, la décroissance, la simplicité volontaire. Ce n'est pas des designs comme un catalogue Ikea pour créer quelque chose, c'est plus des forums de discussion et il faut les voir comme tels. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Ok, merci. Adrien, si tu veux, je conclue, si ça te va? Oui, moi, je vais juste envie de dire merci à tout le monde d'avoir participé. Voilà. Merci. Je vous rappelle là tout de suite que les webinaires, d'ici quelques jours, en tout cas celui-ci sera disponible sur la chaîne YouTube de la Ligue. Je pense que Marie va vous partager quelques liens pour clôturer. On vous rappelle aussi les liens pour aller consulter l'étude d'Adrien, les études d'Adrien. Et voilà, je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook. Donc voilà, les études, elles sont là. Merci Eric. Et je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook pour nous suivre et un compte Instagram également. Et Marie vous partage aussi les liens.
Vraiment un grand merci à tout le monde. Pour la Ligue, c'est le dernier webinaire de l'année. Voilà, a priori, on se retrouvera en septembre ou en octobre. Merci à tous les trois et bonne continuation dans vos vies. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.